de manière assez iconoclaste, vous définissez les dépenses de santé comme un facteur de croissance. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce qu'il y a derrière ça? Vous savez, j'ai écrit là-dessus depuis très longtemps. En réalité, mon premier livre sur le sujet date de 30 ans, dans lequel j'ai, en racontant l'histoire de la médecine, essayé de montrer que la santé était évidemment un facteur de croissance et que les dépenses de santé ne sont pas une charge sur nos sociétés, mais un élément qui doit être pris en considération comme positif. Alors pourquoi les considère-t-on comme une charge? D'ailleurs, on appelle ça des charges sociales, ce qu'on devrait appeler prime d'assurance en réalité. On les considère comme des charges parce que pour la plupart, pour une part essentielle de ces dépenses, elles ne créent pas du profit pour le système industriel, sauf dans le cas du médicament. Mais quand on regarde de façon objective, il est absurde de dire que quand les dépenses de l'automobile augmentent, c'est une bonne nouvelle, et quand les dépenses de santé augmentent, c'est une mauvaise nouvelle. Ça tient au fait que l'un est financé par des dépenses soi-disant libres, mais qu'est-ce qui est libre? Qui est vraiment libre d'acheter une voiture quand il habite à 50 km de son lieu de travail? Alors que les autres seraient dépensés par des dépenses contraintes, qui seraient les impôts, les cotisations, les primes d'assurance, les soi-disant charges. Purement idéologique en réalité. Mais en réalité, c'est un secteur économique qui crée de la valeur, crée de la richesse, et qui en crée d'autant plus, ou en créera d'autant plus, qu'il est en voie de s'industrialiser. Ça fait très longtemps que je pense que l'industrie de la santé va être une dimension croissante de la santé proprement dite. Alors, aujourd'hui, il crève les yeux que la santé est un facteur de croissance pour 1000 raisons. La première raison, c'est que l'espérance de vie augmente, et qu'on ne vit pas du tout plus vieux, on vit plus jeune, plus longtemps plus jeune, mais pas plus vieux. Que l'espérance de vie en augmentant crée à la fois des forces de travail, des forces de consommation, des forces de vie, et qu'elle est une finalité en elle-même. Il y a peu de secteurs économiques dont l'utilité sociale est plus évidente. Si vous achetez votre 18e téléphone portable, ça a moins d'utilité que si vous dépensez de l'argent pour vous soigner. Et deuxièmement, c'est un secteur économique positif, indépendamment du fait qu'il améliore, il rend un service, par le fait qu'il crée des emplois, il crée des richesses, il crée de la valeur ajoutée, et il est un facteur d'innovation très important. Dans ce paysage qui change quand même assez considérablement, comment est-ce que vous voyez le rôle du pharmacien? Il est là comme conseil, comme aiguilleur. Et donc, il est vraiment très très important. C'est pourquoi je pense qu'il faut absolument qu'il conserve ce rôle, qu'il ait cette crédibilité, qu'il ait même la possibilité de dire non, non, cette ordonnance... votre médecin a dû faire une erreur, qu'il puisse contrôler sur des bases de données qui commencent à être à peu près bien faites, si l'ordonnance est justifiée, s'il n'y a pas d'erreur. Et mettre un avis plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Ouais. Être beaucoup plus positif, ne pas être simplement une machine à distribuer des médicaments. Et puis d'autre part, qu'il puisse être pour l'ensemble du reste, c'est-à-dire l'activité paramédicale qui va se développer beaucoup, un acteur, mais parmi d'autres, il ne peut pas être le seul à avoir le monopole des activités paramédicales. Il faut pour ça qu'il soit capable de lui donner une dimension positive. Dans le parapharmaceutique, il y a des choses à la fois magnifiques, mais il y a des choses aussi qui sont un peu vides, les placebos. Donc le pharmacien est beaucoup plus légitime que personne pour dire oui, ça vaut la peine, ou ça c'est un placebo. En même temps, vous évoquiez, hier dans notre entretien, vous évoquiez cette notion de choix que devra faire le pharmacien. Je pense que le pharmacien devra en effet choisir. Soit il devient un commerçant comme un autre, et à ce moment-là, il n'a aucune raison de perdre tous ses privilèges, qui sont nombreux, en particulier d'installation, de localisation, de vente de charges, etc. Soit il conserve une mission de service public, qui est d'être un acteur du système de santé. Dans ce cas-là, il doit se former en permanence. Moi, je ne sais pas, je trouve que ce serait normal. On commence maintenant à voir avec assez précision que les médecins qui ne se forment pas à intervalles réguliers ont des problèmes, ne serait-ce que de prime d'assurance. À ma connaissance, ce n'est pas le cas des pharmaciens. Je trouve que les pharmaciens devraient avoir la même exigence pour eux-mêmes de qualité, ou alors ils deviennent une profession commerciale, normale, tout à fait respectable. C'était le métier de mon père. Et vous entendez aussi que l'évolution de tout ce que vous nous avez expliqué avant, de l'organisation, de la délégation de pouvoir, etc., aussi de l'état de la science, exige une compétence croissante. Et cette compétence exige une formation croissante.
n'est-ce pas? Dans un secteur qui est si fondamental, on a besoin de contrôle permanent. On a bien vu malheureusement dans un certain nombre de scandales que les digues sont parfois fragiles. Et les pharmaciens doivent constituer une digue. Il faut avoir confiance dans un pharmacien. Moi, vous savez, souvent, quand j'engage un collaborateur, je lui dis « vous êtes payé pour me dire non ». Eh bien, je trouve qu'un pharmacien devrait être aussi payé pour dire non à un client. Non, non, monsieur, prenez pas ça. Ce que vous imaginez comme un changement quand même par rapport à ce, ce qui existe aujourd'hui. Bah, ça dépend, moi je suis pharmacien. C'est plus le médecin tout-puissant qui prescrit et le pharmacien qui dispense. Non. Moi, il m'est arrivé d'avoir un pharmacien pour qui j'ai beaucoup de respect, qui, voyant une ordonnance, téléphone au médecin. Non, non, vous êtes sûrement trompé. Donc c'est l'avenir, ça. Pour vous, c'est un exercice collectif de métier de médecine en général. Oui. Mais médecine et oui, parce que la médecine devient de plus en plus évidemment sophistiquée et on a besoin de gens dans ce métier qui séparent leur mission de leur intérêt commercial. Si le pharmacien sépare sa mission de son intérêt commercial, il conserve son statut. Est-ce que la pharmacie demain s'exercera toujours à une adresse ou est-ce que cette compétence devra s'exporter compte tenu des nouvelles organisations? Il y a un immense... Elle devra s'exporter au sens où elle devra être... Ou sortir en tout cas de... Elle devra s'exporter. Elle s'exporte déjà dans les relations hospitalières, dans les relations avec les maisons de santé. Le grand risque qui est déjà là, c'est le risque de la pharmacie par Internet, qui est évidemment un risque absolument majeur, qui lui est certainement un enjeu considérable, dans lequel je pense que c'est un des plus grands risques. Moi, je suis très favorable à la gratuité de la musique sur Internet, mais je suis favorable à beaucoup de choses qui soient libres sur Internet. Je pense que le commerce pharmaceutique sur Internet est une catastrophe, des pires, indépendamment de la concurrence déloyale, c'est pas le problème. Mais il y a là un risque sur la santé publique majeur, sur la qualité de ce qui est distribué, etc. On parle beaucoup en ce moment de dépendance. Comment est-ce que vous voyez le rôle du la dépendance, c'est un sujet important. Hein. Nous allons vivre plus longtemps, donc il y aura certainement des gens plus nombreux qui seront dans une situation de dépendance. Mais en réalité, il ne faut pas grossir non plus le problème. Ça coûte en gros 1% du PIB, la dépendance, ça va coûter un peu plus. On sait à peu près couvrir les dépenses. Il manque 2% par an de croissance, qu'on ne sait pas trop couvrir, mais ce n'est pas un problème. La collectivité a d'autres problèmes d'une ampleur beaucoup plus grande. Maintenant, évidemment, il y a quelques incertitudes à 30 ans d'ici sur les progrès de l'Alzheimer, c'est possible, mais enfin, pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça soit majeur, d'autant plus que quand on vit plus longtemps, les années de dépendance se décalent. C'est pas parce qu'on vit 10 ans de plus qu'on a 10 ans de dépendance, c'est pas vrai. On a toujours 2 à 3 ans de dépendance qui sont décalés. Sauf pour ceux qui sont atteints de maladies dégénératives qui restent non, pour l'instant non, pas en explosion. Donc oui, la dépendance est un sujet, il faut les couvrir, 5e risque et assurance privée sans doute. Le rôle du pharmacien là le rôle du pharmacien est très important parce que il va y avoir toute une série d'activités, de produits spécifiques, d'aides spécifiques. Vous le mettez au centre du dispositif demain pour avoir un rôle au-delà du sien. Exactement. De coordination. Je pense plus que ce rôle est rempli par personne aujourd'hui. Oui.